qui est psychologue, mais aussi mathématicien et spécialiste des sciences cognitives, du Centre interfacultaire en sciences affectives, le CISA, de l'Université de Genève, où il est notamment directeur d'un centre de compétences nationales sur les sciences affectives. Il a fait des études donc, de mathématiques, de psychologie, de sciences cognitives à Paris et à Lyon. Il a rejoint en 2002 la section de psychologie des sciences cognitives, la section de psychologie de l'Université de Genève au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Il est maintenant professeur ordinaire et il dirige le Laboratoire of the Study of Emotion, Elicitation and Expression, on en dira peut-être plus. Et en 2012, il est devenu donc, comme je le disais, directeur du Centre interfacultaire des sciences affectives, situé au campus Bibliothèque de Genève. Ses recherches portent notamment, et sans être ici exhaustif, sur les mécanismes impliqués dans le déclenchement des émotions, sur la manière dont ces mécanismes modulent les réponses émotionnelles, ainsi que la question de l'attention et de la mémoire et de la prise de décision associée notamment avec ces questions de ces émotions. Pour ces recherches, il a notamment reçu le prix Lastis National 2013, qui montre aussi non seulement la chance que nous avons de l'avoir parmi nous, mais aussi de l'importance de ce domaine. Et avant de lui laisser la parole, qu'il me soit juste permis ici de rappeler le fait que l'exposition que nous avons pu organiser au Musée de la Main Unishuv, elle s'est faite en étroite collaboration avec les chercheurs des laboratoires que vous dirigez, et que ça a été pour nous une opportunité, de ces collaborations, d'apprendre beaucoup de choses, mais aussi de dialoguer sur comment traduire ces recherches pour un plus grand public. Et donc, je profite de ces occasions pour dire à quel point, non seulement c'était intéressant, comme ce sera sans aucun doute votre conférence, mais pour vous remercier encore, en fait, de cette collaboration qui a été une aventure passionnante, qui continue à être une aventure passionnante pour nous. Alors, juste avant de vous laisser la parole, je préciserai que dans ce cycle de conférences, il restera une conférence le mardi 4 février à 18h30, ici même, un titre de Madame Camille Ferenczi-Lemaître, qui sera intitulé « Communication olfactive, ce que la sueur dit de nous », un sujet passionnant, je vous le recommande. Et pour les gens qui, au terme de la présente conférence, auraient envie de développer leur propre parfum éventuellement. Je précise simplement qu'il y a un atelier de création de parfums qui sera organisé le 18 janvier 2020 ici au musée. Il y a des formulaires pour vous inscrire si ça vous intéresse. Alors sans plus attendre, je vais donner maintenant la parole à monsieur le professeur David Sanders. On le remercie encore d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Okay. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que je vais prendre le micro, comme ça on est sûr que vous allez bien m'entendre. Est-ce que vous m'entendez à peu près? Ok, parfait. Je voulais vous remercier pour l'accueil. Je suis très heureux d'être dans ce lieu et puis de venir pour cette présentation. On a eu pendant plusieurs mois, sinon années, de travail de collaboration pour préparer l'exposition effectivement avec le Musée de la Main. Et c'est vrai que je suis très heureux de voir le résultat et je suis très heureux de pouvoir aussi vous rencontrer en me disant que vous avez peut-être déjà vu l'expo, certains d'entre vous, et que du coup c'est aussi l'occasion d'échanger, de vous en dire un peu plus sur les émotions et aussi sur les liens entre les émotions et l'olfaction. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui, parce qu'on a la chance d'être, alors on est nombreux, mais on n'est pas non plus si nombreux que ça, donc on peut aussi échanger et interagir, on a beaucoup de temps devant nous, on a en tout cas 1h30, donc du coup moi je peux vous présenter des choses et puis on peut aussi après discuter largement sur les émotions. Effectivement les émotions c'est un thème sur lequel je travaille personnellement depuis plus de 20 ans et c'est mon quotidien, donc c'est mon domaine de recherche, et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui c'est un peu de la définition de ce qu'est une émotion d'un point de vue scientifique. Donc comment est-ce qu'en tant que chercheur, on définit, on étudie les émotions. Et pour cela, je vais vous parler de ce qu'on appelle les composantes de l'émotion. Donc ça, ce sera une première partie. Et pour cela, je prendrai notamment des exemples et des illustrations dans le domaine de l'olfaction. Ensuite, je vous parlerai des liens entre les émotions et deux fonctions cognitives importantes, que sont l'attention et la mémoire. Et selon le temps que l'on a, on parlera un tout petit peu des compétences émotionnelles. Voilà, mais j'ai tendance à parler beaucoup, donc je ne sais pas si j'arriverai au bout de tout ce que je veux vous dire. La première partie va être la question de la définition de ce qu'est une émotion. Et en fait, c'est pas si facile de définir ce qu'est une émotion. Et je vais vous demander peut-être de faire l'exercice, si vous voulez bien vous-même, de vous poser la question,
de la définition que vous-même vous donneriez si jamais, je sais pas, le petit Larousse venait vous voir et puis vous proposez d'écrire noir sur blanc en quelques phrases ce qu'est une émotion. Prenez le temps, 1 minute, de réfléchir à ce que vous mettriez comme définition de ce qu'est une émotion. Puis après on en parle. Plus vous jouez le jeu, plus ce sera intéressant. De vraiment réfléchir à ce que vous pourriez écrire. Alors, est-ce que vous ressentez quelque chose comme ça? Chacun sait ce qu'est une émotion, jusqu'à ce qu'on lui demande d'en donner une définition. À ce moment-là, il semble que plus personne ne sache. C'est juste pour illustrer la grande difficulté qu'on a de définir ce qu'est une émotion quand on utilise principalement l'introspection. Parce qu'en fait, on manque aussi de termes, de mots, pour décrire nos ressentis qui peuvent être extrêmement riches, extrêmement complexes. Et c'est pas facile d'avoir le vocabulaire juste. Et en fait, arriver à une définition n'est pas si facile. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu l'exercice d'ensemble, d'essayer d'arriver à ce qu'on appellera une définition componentielle de l'émotion, c'est-à-dire essayer de décrire quelles sont les composantes clés d'une émotion. Et pour ça, on va juste prendre des exemples. Et je vais vous demander d'imaginer que vous soyez quasiment des extraterrestres qui débarquent sur la Terre et qui observez des choses, et de voir qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous saute aux yeux, dans des cas dans lesquels il y a des émotions par rapport à des situations dans lesquelles il n'y a pas d'émotions. Okay, on va commencer vraiment par la base. Alors c'est aussi pour vous mettre un peu de bonne humeur, cet exemple-là. Donc imaginez, vous avez peut-être déjà vu cette vidéo, elle circule pas mal sur Internet, donc ce petit bonhomme qu'on pourrait appeler Bill si vous voulez bien, qui va passer d'un état très peu émotionnel à un état très émotionnel. Et je vais juste vous demander d'observer ce qui se passe entre le moment où il n'a pas d'émotion et le moment où il a une émotion, ce qui peut nous aider pour arriver à une définition d'une émotion. Allez-y. Ok, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Qu'est-ce qui se passe entre le moment où il n'est pas très émotionnel et le moment où il est quand même très émotionnel? Allez-y, dites-moi. Il bouge beaucoup, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, de l'expression. Qu'est-ce qui bouge en fait en lui? Tout son corps, ses jambes, ok. Ça bouge, ses yeux, son visage. La voix c'est flagrant évidemment. Donc il y a quelque chose qui est globalement de l'ordre de ce qu'on appelle en fait l'expression d'une émotion. Et donc l'aspect expressif, c'est la dimension motrice. Vous l'avez sur le visage. Si vous me faites un beau sourire, vous avez le zygomaticus qui s'active. Si vous me froncez les sourcils, vous êtes en colère contre moi. Il y a le corrugator. Il y a un certain nombre de muscles comme ça qui ont été identifiés d'unités musculaires, une quarantaine sur le visage, qu'on bouge quand on a des émotions. C'est la même chose pour la posture et c'est la même chose pour la voix. C'est aussi musculaire. On a des modifications dans l'expression vocale. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expression, c'est évident. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vous donne d'autres exemples, on continue, et puis comme ça, j'ai toute une série d'exemples. Imaginez que Bill ait grandi un petit peu. Et vous voyez qu'il a toujours tendance à avoir des émotions. Alors, regardez la dimension de l'expression motrice, mais regardez s'il y a d'autres composantes que l'expression motrice qu'on pourrait identifier chez Bill. Donc, juste pour rappel, Bill, c'est plutôt celui. Я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все поняли. Donc, on est d'accord pour dire que Bill Clinton avait une émotion aussi assez intense. Qu'est-ce que vous avez pu repérer chez lui au-delà de l'expression motrice? Le visage Le visage tout rouge, absolument. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans presque toutes les émotions, surtout quand elles sont intenses.
c'est la réaction corporelle qu'on appelle la composante psychophysiologique, c'est-à-dire que vous avez en gros le corps qui va réagir, vous avez de la sueur par exemple, vous avez le cœur qui va s'accélérer, vous sentez un peu comme un nœud dans l'estomac, ça va déjà arriver j'imagine, vous avez la température de la peau qui peut se modifier, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réaction corporelle quand on a une émotion forte? Il peut y avoir des larmes, au niveau de la respiration, vous êtes d'accord, on peut avoir la respiration qui s'accélère ou au contraire la respiration coupée. C'est la deuxième composante clé dans les émotions, c'est la réaction du système nerveux périphérique. Souvent, c'est le système nerveux sympathique qui va décharger. Et donc, on a comme ça cette réaction corporelle forte. Vous voyez, déjà là, on a deux composantes qu'on a pu identifier, motrice et puis système nerveux périphérique. On continue. Alors, un autre exemple en politique. J'aime bien les exemples des émotions en politique. C'est une colère que certains ont dit une colère royale. Je vais vous montrer l'exemple. Et même jeu, même objectif. Essayez de regarder, alors Ségolène Royal en l'occurrence, et de voir ce qui se passe en elle au moment où elle a une émotion. Alors c'est une émotion un peu moins drôle, c'est de la colère. Cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Non, si... Non, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Parce que l'exploitation... Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Ok, elle est en colère. Alors, on ne va pas entrer dans le débat de savoir si c'est une vraie colère ou si c'est une colère actée. Beaucoup de personnes, et peut-être pour de bonnes raisons, ont pensé que c'était très rhétorique finalement, que c'était une colère jouée. D'ailleurs, Aristote nous explique, si ça vous tente de le lire là-dessus, des choses très intéressantes sur le fait que souvent les émotions, elles sont très adaptées socialement, elles sont utilisées aussi simplement d'un point de vue fonctionnel pour essayer de convaincre les autres. Et là, c'est peut-être ce qu'elle utilise, c'est-à-dire qu'elle montre sa colère pour dire qu'elle est indignée de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? L'expression motrice, elle est assez claire. Alors, quand elle est en colère, en principe, on devrait voir le corrugator. Les mauvaises langues ont dit que c'est à cause du botox qu'on voit pas. Je ne prononce pas là-dessus, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une expression motrice. D'un point de vue physiologique, c'est très difficile à voir ici, mais si on mesurait, très probablement, on verrait une augmentation, par exemple, de sa fréquence cardiaque, de la sueur, etc. Il y a quelque chose d'autre qui est le fait qu'elle utilise des mots, elle utilise le langage, et elle dit clairement qu'elle est en colère. Elle le dit plusieurs fois. Et très souvent, cette troisième composante, elle est liée à ce qu'on appelle le ressenti, ou la prise de conscience qu'on a une émotion, et c'est là où on peut la verbaliser. En fait, les émotions qu'ont beaucoup d'animaux, par exemple, sont des émotions dans lesquelles on va retrouver beaucoup de composantes émotionnelles, mais pas forcément celles qui sont liées à la conscience d'une émotion, et celles qui sont difficiles, en tout cas, à formaliser avec des mots. Ici, elle dit qu'elle est en colère. Et donc, cette troisième composante, c'est ce qu'on appelle le ressenti, c'est ce qu'en anglais on appelle le feeling par rapport à emotion. Et donc, le ressenti, c'est quand on prend conscience qu'on a une émotion. Donc, vous voyez, on est déjà à trois composantes, l'expression motrice, la réaction système périphérique, et puis la conscience émotionnelle, le ressenti. Quelque chose qui est très intéressant aussi, et on a ici un bon exemple, je pense, pour ça, c'est l'idée du déclenchement. Personnellement, c'est un de mes thèmes principaux de recherche, c'est de se demander pourquoi est-ce que deux personnes, alors qu'elles vivent la même situation, peuvent avoir des émotions aussi radicalement différentes. Et c'est ça qu'on met dans le terme du déclenchement et de la différenciation des émotions dans le jargon, c'est de se dire finalement il se passe quelque chose, puis un tel sera en colère, un autre sera triste, un autre peut-être aura peur, et encore un autre peut-être sera content. Ici, est-ce que vous arriveriez à mettre le doigt sur ce qui a potentiellement déclenché la colère chez Ségolène Royal? Qu'est-ce que vous diriez qui a déclenché sa colère? L'injustice. Elle le dit d'ailleurs, elle dit c'est l'injustice. Et ça, c'est un point qui est très très important en fait pour les émotions. Je vais prendre un petit moment là-dessus. C'est que contrairement aux humeurs, par exemple, les émotions sont toujours rattachées à des objets spécifiques. C'est-à-dire que, même si vous vous rappelez la dernière fois que vous avez été en colère, ou que vous avez été indigné, probablement c'était à cause d'une injustice. Et probablement c'est d'ailleurs quelqu'un qui avait été injuste, soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et l'injustice est très liée à la colère et à l'indignation. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple pour la peur, par exemple? Qu'est-ce qui fait peur, en général? Au même titre que l'injustice crée la colère, qu'est-ce qui crée la peur? Un danger. Un danger. L'inconnu. Alors l'inconnu peut aussi créer une certaine peur. Mais... Alors la surprise, ce serait une émotion en tant que telle, qui serait déclenchée par quoi? Par la nouveauté. Ce qui est nouveau, inattendu, déclencherait la surprise.
Ce qui est dangereux, menaçant, déclencherait la peur. Ce qui est injuste déclencherait l'indignation ou la colère. Pour la tristesse, qu'est-ce qui vous rend triste en général? La perte. Le fait de perdre quelque chose qui compte pour nous. Si jamais vous perdez, que ce soit quelqu'un, évidemment, mais même si c'est les boucles d'oreilles de votre grand-mère ou autre, vous y teniez, et le fait de perdre crée de la tristesse. Et ça, c'est un point clé. Les émotions ont toujours un objet, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste en colère, on est en colère contre quelqu'un ou quelque chose. On n'est pas juste triste, on est triste à propos d'une perte. On n'a pas juste peur, on a peur d'un danger, etc. Et c'est vrai pour toutes les émotions, pour toutes leurs apparitions. Et ça, c'est déjà fascinant parce que ça veut dire qu'on peut essayer de créer un lien, comme ça, fonctionnel dans nos études, entre des situations, la manière dont elles sont évaluées et des émotions spécifiques qui seront déclenchées. Et ça, c'est la 4e composante des émotions, c'est justement cette idée du déclenchement. Alors il y a une 5e composante dont je voulais vous parler, j'ai peut-être encore quelques exemples. On quitte un peu la politique. Vous reconnaissez? Alors, il va avoir une émotion. Pareil, essayez d'être le plus objectif possible et distant, essayez de regarder ce qui se passe. Alors, il n'y a pas que Federer qui a des émotions. Ouais. Ok, donc il bouge beaucoup. Donc il y a cette dimension expressive, d'accord, qu'on retrouve clairement. L'aspect physiologique, si on le mesurait, on verrait une réaction physiologique sûrement assez forte. Le ressenti, alors il n'utilise pas des mots, mais il a sûrement dans sa conscience plein d'émotions positives probablement qui sont présentes. Ce qui a déclenché son émotion positive, c'est très simple, c'est le fait de gagner, probablement c'est la balle de match. Et une autre composante qui est la 5e, c'est ce qu'on appelle les tendances à l'action. C'est-à-dire que quand on a une émotion, pensez-y, à chaque fois que vous avez une émotion, ça vous a poussé à agir d'une certaine manière. C'est-à-dire que les émotions ne sont pas juste là pour qu'on ressente des choses, mais en fait, d'un point de vue évolutionnaire, et Darwin a été un des premiers à vraiment mettre le doigt là-dessus, nos émotions nous préparent à agir dans des situations. Et il y a 2 grandes tendances à l'action qu'on a, c'est l'approche et l'évitement. C'est-à-dire des émotions dans lesquelles on va avoir tendance à éviter ce qui apparaît, c'est typiquement la peur et le dégoût, par exemple, qui sont très présents par rapport aux odeurs, notamment. Et puis, l'approche, ça va être souvent pour des événements positifs, agréables, où on a tendance à s'approcher. Et donc, on a ces 5 grandes composantes que je vais vous décrire un peu plus dans un instant. Et cette idée de tendance à l'action, ici, on va la voir très très bien. C'est quelques exemples avec des odeurs, vu la thématique de ce soir. Vous voyez qu'il y a cet aspect d'approche pour avoir un peu plus de l'odeur quand elle est agréable. Et puis ici, la composante d'évitement, on va la voir très clairement. Donc là, c'est une émotion qui se rapprocherait du dégoût, on est d'accord, probablement. Et on voit très bien, en fait, toutes les composantes dont on a parlé. Il y a quelque chose qui déclenche, évidemment, une odeur. Il y a une expression motrice sur le visage, on voit clairement. Réaction du système nerveux périphérique. Si on mesurait, par exemple, sa fréquence cardiaque, on aurait des modifications. Il a un ressenti, probablement, si on lui demande alors, est-ce que c'était agréable ? Il va plutôt dire que l'odeur était désagréable en ressenti. Et puis, il a évidemment une tendance à éviter. Et du coup, je vais conclure cette première partie sur la définition d'une émotion en vous proposant un modèle de ce qu'est une émotion et une définition qui est celle qu'on utilise, nous, dans la recherche, quasi au quotidien, j'ai envie de dire. Alors, c'est une définition dans laquelle je vais insister notamment sur la subjectivité dans l'émotion. La subjectivité dans l'émotion, c'est cette idée que je mentionnais déjà tout à l'heure, que finalement, le même événement peut déclencher 2 émotions différentes chez 2 personnes différentes. Et on va essayer de le démontrer maintenant. Si vous regardez cette photo, quelle émotion est-ce que ça déclenche en vous ? Qu'est-ce que vous ressentez là, ici et maintenant, en regardant cette petite photo ? La tendresse ? Okay. Est-ce que tout le monde ressent à peu près de la tendresse, plus ou moins ? Non ? Qu'est-ce que vous ressenteriez ? Un petit peu de tristesse. Un peu de tristesse, d'accord. Ok. Un peu de tristesse, ouais. Quelles autres émotions vous pourriez imaginer ? La joie, d'accord. Alors maintenant, d'après vous, cette petite fille qu'on va voir, qu'est-ce qu'elle ressent ?
Est-ce que c'est jalousie? D'accord, jalousie. Dégoût, ok, carrément. Quoi d'autre? Colère, peut-être, ok. C'est peut-être pas de la tendresse, on est d'accord? Alors j'utilise cet exemple pour deux arguments principalement. Le premier, c'est vraiment cette idée de la subjectivité. C'est-à-dire d'un point de vue perceptif, physique, l'information qui arrive sur votre rétine est pas très loin de l'information visuelle qui arrive sur la rétine de la petite fille. D'accord? Ce qui arrive d'un point de vue physique. Et pourtant, au final, vous-même ressentez plutôt de la tendresse, mais elle ressent probablement autre chose. Et en fait, c'est vrai pour la plupart des événements qu'on va vivre, la même information peut déclencher des émotions très différentes chez les uns et chez les autres. Donc on vit dans le même monde finalement, mais les faits objectifs peuvent déclencher des réactions très différentes. Quand vous vous baladez dans un musée, selon vos valeurs esthétiques par exemple, vous pouvez avoir des émotions très différentes des gens avec qui vous êtes. Selon vos valeurs politiques, bien entendu, quand vous entendez les résultats d'une votation, vous n'aurez pas les mêmes émotions que d'autres qui ont d'autres valeurs politiques. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que j'avais envie de développer avec cet exemple, c'est celui du rôle du contexte dans la reconnaissance des émotions. Imaginez que maintenant, je vous présente le visage de cette petite fille totalement isolé du contexte, comme vous l'avez ici. Alors que l'idée de la jalousie est venue à l'esprit de beaucoup tout à l'heure, est-ce que vous diriez que cette petite fille est jalouse en voyant juste cette photo? Non, personne. Triste peut-être colère, peut-être. Pardon? Frustration, d'accord. Perplexité. Mais en tout cas, l'idée de jalousie est beaucoup moins évidente. Pourquoi? Parce que, en général, pour savoir ce que ressentent les autres, c'est très utile de savoir ce qui a potentiellement déclenché l'émotion en question. Et là, on peut, en quelque sorte, par empathie, sympathie, selon les termes qu'on utilise, essayer de se mettre à la place de l'autre et de se demander, tiens, qu'est-ce que moi j'aurais ressenti finalement, et c'est peut-être cette émotion-là. Et donc, il faut se méfier de l'idée que simplement en ayant le visage, ou simplement en ayant la voix de quelqu'un, ou simplement en ayant l'odeur de quelqu'un, ça suffirait à reconnaître l'émotion qu'il ressent. Quand l'émotion est typique et prototypique, ça peut parfois suffire, mais très souvent, le contexte est très important. Et tous les systèmes d'intelligence artificielle, par exemple, qui se développent beaucoup maintenant, qui essayent de reconnaître nos émotions, rien qu'en regardant notre visage ou qu'en écoutant notre voix, sont très limités justement à cause du contexte. Donc l'avenir de la reconnaissance des émotions va beaucoup passer par l'intégration aussi des contextes. Bref, je m'attarde. Alors maintenant, voyons un petit modèle du coup sur les émotions. Premier élément, c'est que les émotions sont toujours déclenchées par des événements. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a peur d'un danger, on est en colère contre une injustice, on est triste à cause d'une perte. Il y a toujours un événement déclencheur. C'est ce qui distingue les émotions des humeurs, par exemple, pour lesquelles il n'y a pas forcément un événement qui déclenche. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi les tout jeunes enfants peuvent réguler leurs émotions par la distraction assez facilement, par exemple. Dès qu'on change le focus attentionnel d'un objet sur l'autre, eh bien, l'émotion va diminuer, parce qu'on change l'événement déclencheur. Et donc l'émotion va toujours être la rencontre, finalement, entre un événement qui déclenche et puis des motivations. C'est le terme le plus générique qu'on peut trouver, des objectifs que l'on a, les valeurs que l'on a, ce qui compte pour nous. Et de ce point de vue-là, les émotions sont souvent vues comme ce qu'on appelle des détecteurs de pertinence. C'est-à-dire que si jamais vous observez quelqu'un qui ressent une émotion, vous pouvez en déduire presque automatiquement qu'il vient de vivre quelque chose qui compte pour lui. Alors vous pouvez vous dire qu'on joue sur les mots, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les émotions sont quand même des phénomènes assez spécifiques. La motivation est un peu autre chose. Et quand vous voyez quelqu'un qui a une émotion forte, ça veut dire qu'il a vécu quelque chose qui touche des motivations, des besoins, des buts, probablement assez importants pour elle ou pour lui. Et donc ça, c'est cette idée du déclenchement de l'émotion. Évidemment, comme nous avons des valeurs différentes, des objectifs différents, des intérêts différents, eh bien pour un même événement, nous aurons des émotions différentes. Un des résultats que personnellement je trouve le plus fascinant depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, ce sont les recherches qui montrent que en fait, nos émotions ont très souvent des effets positifs sur la cognition. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des situations où vous devez apprendre des nouvelles informations, très souvent les émotions vont vous aider.
Évidemment, ça peut arriver que les émotions interfèrent avec la connaissance et la cognition, mais très souvent, elles ont un rôle positif à plein de niveaux. Par exemple, les émotions vont nous aider à percevoir. Il y a des études très intéressantes en neurosciences, par exemple, qui est un domaine que je connais, un des domaines que je connais le mieux, où on montre que quand on présente une scène émotionnelle à quelqu'un, eh bien, les régions cérébrales impliquées dans la perception, par exemple visuelle si la scène est visuelle, auditive si la scène est auditive, vont être plus activées quand c'est quelque chose d'émotionnel que quelque chose de neutre. Donc dès l'état perceptif, si vous voyez, il y a une facilitation du traitement par les émotions. Au niveau de l'attention, on en parlera tout à l'heure, il y a beaucoup de recherches maintenant qui montrent que quand quelque chose est émotionnel, notre attention va être particulièrement attirée par rapport à si quelque chose est moins émotionnel. Pour la mémoire, est-ce que c'est même la peine de le dire ? Il y a même des auteurs qui pensent que notre mémoire à long terme est presque exclusivement peuplée d'épisodes de vie qui nous ont touchés affectivement. Et ce qui ne nous touche pas, ce qui est neutre, c'est tout simple, ça va être oublié. Et plus on vit quelque chose d'émotionnel, plus on s'en rappellerait en mémoire. Et puis finalement, il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que les émotions facilitent aussi la prise de décision. Ils ne vont pas seulement interférer avec la prise de décision. Donc il y a eu, je dirais, depuis 20 ans, une modification de la vision en général de l'émotion. On a une vision maintenant beaucoup plus fonctionnelle et positiviste en quelque sorte des émotions, avec l'idée qu'elles sont utiles au bon fonctionnement, et qu'en fait, si on n'avait pas d'émotions, on aurait énormément de problèmes pour fonctionner. Alors qu'à une époque, sans aller jusqu'à Kant, mais on pensait que les émotions étaient plutôt négatives pour être ce que devrait être un être humain totalement rationnel. Alors comment est-ce que ces émotions modifient la connaissance et en fait toute une série de comportements ? Eh bien ce serait grâce à ces composantes dont on a parlé. Ici je les ai juste listées, comme ça vous les avez écrites. La première, c'est cette idée du déclenchement. C'est-à-dire qu'une émotion va être déclenchée par un événement. Et ensuite, 4 composantes qui forment la réponse émotionnelle. C'est-à-dire que quand on a une émotion, quelle qu'elle soit, il y a une expression motrice, périphérique, une tendance à l'action et un ressenti. On en a déjà parlé. Et ensuite, ce qui va moduler ces composantes émotionnelles, c'est ce que vous avez entendu probablement sous le terme de l'intelligence émotionnelle, qui est un terme peut-être familier. L'intelligence émotionnelle, on a tendance de plus en plus dans la recherche à appeler ça plutôt des compétences émotionnelles, donc une série de compétences, dont on parlera probablement tout à l'heure si on a le temps, qui sont globalement nos capacités à réguler nos émotions, à réguler les émotions des autres, à reconnaître nos émotions et à reconnaître les émotions des autres. C'est les 4 compétences émotionnelles principales, même s'il y en a d'autres. Et du coup, on arrive à se poser un peu la question de comment est-ce qu'on peut étudier ces émotions, comment est-ce qu'on peut les déclencher. Finalement, en laboratoire, vous voyez, moi je suis là devant vous pour vous parler de résultats et de théories, mais comment est-ce qu'on fait au quotidien pour essayer de déclencher ces émotions ? Alors, c'est pas si facile que ça déjà. Premier point, les émotions aussi riches, aussi intenses, aussi variées que vous avez, qu'on a tous dans notre vie au quotidien, en labo, c'est pas si évident de les déclencher. D'accord ? La honte, la culpabilité, la fierté, l'admiration, l'émerveillement, c'est pas si facile de les déclencher spécifiquement en laboratoire. On utilise très souvent des stimuli visuels, par exemple des images, ou alors des films, pour essayer d'induire des émotions. On utilise donc parfois des films, je vous disais, comme de la fiction, pour déclencher par exemple la peur ou de l'anxiété. Ce qu'on utilise aussi de plus en plus, c'est de la musique, parce que la musique peut induire un grand nombre en fait, d'émotions assez intéressantes, assez subtiles, et c'est assez facile aussi en laboratoire d'utiliser de la musique pour induire des émotions. Un sens qui est sous-étudié, il y a très peu d'études malheureusement sur les émotions déclenchées par le toucher. C'est un sens qui est évidemment lié à l'intimité, lié à beaucoup d'émotions qu'on peut ressentir, mais il y a peu de recherches expérimentales sur le toucher. Alors le lien avec la fiction et la lecture est aussi fascinant parce qu'on se pose des questions sur le paradoxe de la fiction par exemple. Qu'est-ce qui fait que si vous lisez un livre, donc c'est juste du noir sur du blanc comme ça, des mots, vous pourrez quand même pleurer par exemple à la fin du livre. Et c'est un paradoxe parce que vous pleurez à propos de choses qui ne sont pas réelles. C'est-à-dire que pourquoi être triste quand un personnage qui n'existe même pas, d'accord, a disparu ? Ce n'est pas réellement une perte pour vous.
Ou alors pourquoi avoir peur d'un monstre que vous savez qui n'existe pas? Et ça pose des questions assez fascinantes, parce que si on en croit Darwin et toute la recherche évolutionnaire, les émotions sont des réactions adaptatives face à l'environnement. Pour la fiction, c'est assez fascinant. Il y a des gens qui parlent de as-if emotions pour se dire que ce sont des émotions comme si, du faire semblant, comme si on voulait entraîner notre système émotionnel à avoir des émotions riches et complexes, tout en sachant que ça va, c'est pas trop dangereux. Donc on irait voir des films d'horreur ou des films à suspense pour avoir peur tout en sachant qu'en fait, il n'y a pas un danger réel. Alors un des grands gagnants dans la recherche cette dernière décennie sur les émotions, c'est les jeux vidéo, ou de manière générale, comment est-ce qu'on peut induire des émotions avec des participants qui du coup vont être un peu plus actifs dans ce qu'ils font. Alors le goût, c'est aussi un des thèmes qui nous intéresse de plus en plus, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Essayez de trouver le genre de stimuli que beaucoup de gens aiment. Le chocolat marche très bien dans pas mal d'études. Je ne sais pas qui parmi vous aime le chocolat, par exemple. Levez la main. Okay. On a un chocolatier à Genève qui dit que 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, que la 10e est une menteuse. Mais en tout cas, le chocolat marche assez bien pour induire des émotions. Et en général, plein de goûts variés. Et puis évidemment, c'est un peu le thème aussi de ce soir et puis de l'exposition, bien entendu, le lien avec les odeurs. Et pour ça, à Genève, dans notre centre de recherche, on a une chance inouïe, c'est qu'on peut collaborer avec des très grands experts de l'olfaction et des odeurs. On a depuis 2005, donc ça fait 15 ans, qu'on fête les 15 ans cette année d'une collaboration avec Firmenich, qui a vraiment des chercheurs, comme vous le savez probablement, d'un niveau international impressionnant sur la création d'odeurs. Et du coup, on peut utiliser pour la recherche fondamentale sur les émotions une palette de stimuli olfactifs. Alors certes, pour des émotions positives, les odeurs, c'est fascinant, mais croyez-moi que pour induire du dégoût, par exemple, il n'y a rien de tel que les odeurs. Et donc, on peut très facilement induire du dégoût avec des odeurs, ce qui est plus difficile dans d'autres modalités. Je ne sais pas, en jeu vidéo, induire du dégoût, c'est difficile. La peur, ça marcherait mieux. Mais pour certaines émotions, certaines modalités, comme on dit dans le jargon, olfactives, par exemple, sont bien meilleures. Mais il y a d'autres émotions qu'on ne va pas réussir à induire avec des odeurs. D'accord ? Par exemple, la peur, c'est pas si évident que ça d'induire avec une odeur, ou la colère. Mais on peut induire des émotions qui sont liées. Et du coup, tout ça pourquoi ? Pour vous amener à une définition qui est, je vous promets, celle que nous on utilise au quotidien. Et du coup, vous allez me dire si ce dont on a parlé vous permet de vous dire que c'est une définition qui fait sens. L'émotion, ce sera un processus rapide. C'est-à-dire que l'émotion va durer quelques secondes, quelques minutes peut-être, mais au-delà, on parlerait en général, dans nos recherches, plus d'une émotion, mais peut-être d'une humeur, par exemple. Donc les émotions sont rapides. Et c'est vrai qu'elles ne peuvent pas durer trop longtemps. Si elles durent trop longtemps, elles vont épuiser l'organisme. Vous avez vu que ces composantes, elles sont tellement prenantes sur tout l'organisme que si ça durait des minutes ou des heures, on stresserait beaucoup l'organisme. Il y a d'ailleurs des gens qui pensent que le stress, ce serait une réaction émotionnelle qui durerait beaucoup trop longtemps et qu'on ne réussirait pas à réguler. Donc un processus très rapide qui est focalisé sur un événement. Ça, c'est un point clé. Peut-être s'il y a une chose à ressortir de ce soir, c'est l'idée que les émotions, on peut tirer leur origine vers des événements spécifiques qui se sont déroulés, qu'on a évalués d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'on a une émotion. Et puis, il y a 2 étapes qui sont constitutives. La première, on en a parlé, c'est le déclenchement. Et le déclenchement qui est basé sur la pertinence de l'événement. Il n'y a que les événements qui nous touchent d'un point de vue motivationnel qui peuvent déclencher une émotion. Donc si on évalue l'événement comme un danger, on aura plutôt de la peur. Comme une injustice, on aura plutôt de l'indignation. Comme une perte, on aura plutôt de la tristesse, etc. Et puis cette première composante va façonner, d'un point de vue causal, 4 autres composantes qui sont la réponse qu'on peut observer finalement quand quelqu'un a une émotion. La tendance à l'action, et que la personne va s'approcher de ce dont elle a envie, par exemple. Si j'ai un peu soif, je vais m'approcher. La réaction autonome. Réaction autonome, vous savez, c'est ce qu'on va mesurer, je le disais tout à l'heure, la fréquence cardiaque, etc. Typiquement, si vous voulez avoir une image d'à quoi ça ressemble, c'est n'importe quel film américain des années 90 dans lesquels quelqu'un passe un test de détecteur du mensonge. Vous avez déjà vu ça ? Donc on pourrait revenir à Bill Clinton et l'affaire Monica Lewinsky, où il a passé aussi un détecteur de mensonges. Et c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, le détecteur de mensonges va finalement simplement mesurer une réaction émotionnelle. Il ne va pas du tout mesurer un mensonge.
L'idée fondamentale, c'est de se dire que quand quelqu'un ment, surtout si c'est important au point que ce soit le FBI qui s'y intéresse, eh bien, quand il ment, il va avoir une émotion forte, par peur peut-être d'être pris, et du coup, on mesurerait ça. Mais ce qui veut dire aussi que si quelqu'un a très peur de se faire prendre, mais qui dit la vérité, il aura aussi cette réaction-là. C'est pour ça que c'est pas fiable, des détecteurs de mensonges. C'est fiable comme détecteur d'émotions, mais c'est pas fiable comme détecteur de mensonges. L'expression faciale, vocale, posturale, et voir, et ça c'est très débattu, et si jamais vous avez l'occasion, je crois que c'est le 4 février qu'il y a justement Camille Ferdanzi qui vient présenter, c'est une chercheuse exceptionnelle, on la connaît bien, elle a travaillé plusieurs années avec nous à Genève, et maintenant elle a un poste CNRS, et elle travaille beaucoup sur les odeurs corporelles, et que peuvent transmettre la sueur, et notamment est-ce que votre sueur peut transmettre ou non des émotions. Ça, c'est un point qui est assez fascinant. Et puis finalement, la dernière partie, c'est le ressenti, ce qu'on appelle parfois le sentiment ou feeling en anglais. Et donc, vous voyez que c'est une définition qui finalement dit que l'émotion n'est pas un tout unitaire, on n'a pas juste une émotion, on a un ensemble de réactions dans un ensemble de composantes. Et en fait, croyez-le ou non, j'ai des collègues qui passent toute leur carrière, par exemple, à étudier qu'une seule de ces composantes, uniquement l'expression, uniquement la réaction autonome, uniquement le ressenti, par exemple. Alors, du coup, je vous ai dit que j'allais un petit peu discuter de comment est-ce qu'on étudie ces émotions. Donc, je vous ai parlé des méthodes que l'on a pour induire des émotions, la vision, l'audition, l'olfaction, par exemple, les jeux. Mais une fois que l'émotion est induite, comment est-ce qu'on peut la mesurer ? Et c'est là où on bénéficie beaucoup des avancées technologiques. Finalement, la science, très souvent, avance aussi parce qu'il y a des nouvelles méthodologies et de nouvelles techniques qui sont disponibles. Notre centre est un centre qui est vraiment interdisciplinaire dans le sens où on a une chance immense. On est une centaine de chercheurs sur les émotions, presque tous au campus biotech. Et on a des collègues qui sont en philosophie, des collègues qui sont en littérature, qui sont en sociologie, en sciences politiques. Et on a aussi des collègues qui sont plutôt en neurosciences ou en sciences du comportement. Alors évidemment, en philosophie, en histoire, il y a d'autres méthodes, d'autres approches que celles dont je vous parle maintenant. Mais on essaye vraiment de les mettre en complémentarité, on a beaucoup de discussions entre nous. Pour ce qui est des mesures psychologiques, neuroscientifiques et physiologiques, on a toute une palette d'outils qui nous permettent d'étudier les émotions. Alors, sans entrer dans les détails, ce dont on reparlera tout à l'heure, c'est l'IRM fonctionnel. Donc l'IRM fonctionnel, vous en avez peut-être déjà passé, c'est le même appareil qu'un IRM anatomique, sauf que ça mesure l'activité cérébrale. Et donc en mesurant en gros à quel point est-ce que vos neurones vont consommer de l'oxygène, ça vous dit où est-ce que se déroule tel ou tel processus émotionnel. Et là, il y a des chercheurs, par exemple, qui se passionnent pour se dire, est-ce qu'on peut localiser dans le cerveau la peur ? Est-ce qu'il y a une aire de la peur, une aire de la colère, une aire du dégoût, une aire de la tristesse, etc. Et ça, il y a certains chercheurs qui ont cette vision-là. Personnellement, j'ai plutôt une vision très très différente de penser qu'il y a plutôt des systèmes pour chacune des composantes dont on vient parler. Mais là, c'est plutôt des débats entre neuroscientifiques, si vous voulez. Mais en tout cas, on a les outils pour essayer de répondre à ce genre de questions en regardant l'activité dans le cerveau. On a aussi un système, toujours en mesurant l'activité cérébrale, qui nous permet de mesurer non pas le où ça se passe dans le cerveau, mais le quand ça se passe dans le cerveau. Donc c'est l'EEG, électroencéphalographie, qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. On a aussi des systèmes un peu détecteurs de mensonges, que vous voyez ici. On va mesurer tout ce qui se passe dans l'organisme, l'activité musculaire, l'activité cardiaque, respiratoire, etc. Avec de plus en plus la volonté de faire ça, pas seulement quand les gens sont assis sur une chaise face à un stimulus, comme là vous le seriez, étant assis on peut mesurer plein de choses, mais même avec les gens debout qui bougent, ce qui donne beaucoup évidemment de défis d'un point de vue méthodo, de pouvoir mesurer des réactions fines quand les gens sont en mouvement. Mais c'est intéressant surtout pour une raison pour nous, c'est ce que vous voyez ici, qui est la réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle, c'est peut-être la méthode qui, à mon avis, se développe le plus depuis quelques années pour étudier les émotions. Parce que vous êtes dans des situations où on peut induire des émotions beaucoup plus intenses et beaucoup plus spécifiques que ce qu'on peut faire juste avec des images ou avec des films. Je sais pas, juste par curiosité, qui parmi vous a déjà participé à de la réalité virtuelle, même pour vous, pour le plaisir ? Vous savez, ces casques... Ok.
Alors, est-ce que par exemple vous avez déjà essayé les cas où vous devez marcher sur un... Comment ça s'appelle ? Merci, voilà, une toute petite passerelle avec le sentiment que vous pourriez tomber, voilà. Ça fait quelque chose assez fort, non ? Ça marchait chez vous ? Il y avait déjà d'autres personnes qui avaient Ouais. passé avant moi. Donc vous étiez un peu... Et puis j'ai rationalisé à fond. Ouais. Et ça suffit ? Ça suffit, oui. Ok. Alors très souvent, nous on observe qu'il y a même des gens qui se mettent à hurler de peur dans ces scènes de réalité virtuelle. Le plus simple, ce serait juste d'enlever le casque, évidemment, mais en fait, tout le monde est là à trouver plein de stratégies pour essayer de diminuer leurs émotions. Et en fait, ça marche pour la peur, mais ça marche pour beaucoup d'émotions, même sociales, et de plus en plus, on est en train de créer des systèmes où on a ce qu'on appelle des avatars, où il y a d'autres individus sociaux, et puis avoir des interactions. À Lausanne, par exemple, vous avez Marianne Schmidt-Mast qui travaille énormément avec des systèmes pour induire l'anxiété sociale, ou pour l'induire, disons, pour l'étudier, ou la culpabilité, la honte, des émotions très sociales, où par exemple vous devez parler devant une assemblée, vous avez des gens qui ont vraiment l'air de ultra s'ennuyer, puis voir comment est-ce qu'on réagit à ça. Et tout ça peut se faire grâce à la réalité virtuelle. Alors, par rapport aux odeurs, justement, comment est-ce qu'on peut essayer d'étudier, avec les outils dont je vous ai parlé, les réactions émotionnelles déclenchées par des odeurs ? Un premier élément, c'est de s'intéresser à cette composante du ressenti. C'est-à-dire de quoi est-ce qu'on prend conscience quand on a une émotion déclenchée par une odeur. Et premier élément, ce dont on prend conscience n'est pas forcément les émotions classiques auxquelles on pense, comme la colère, la tristesse, etc. Ce dont les gens parlent comme émotion quand ils sentent des odeurs, ils ne parlent pas forcément de ces émotions qu'on appelle parfois les émotions de base, mais ils utilisent d'autres termes émotionnels. Et en fait, notre première grande collaboration avec Firmenich, déjà il y a, je vous dis, une quinzaine d'années, ça a été d'essayer de créer la toute première échelle mondiale de mesure des réactions émotionnelles spécifiques déclenchées par des odeurs. Et donc, ce qu'on a fait, sans entrer dans les détails, c'est d'avoir, vous savez, ces petits stylos, comme il peut y en avoir par exemple ici dans l'expo, où on va juste déboucher et sentir une odeur, refermer, et on peut faire ça des centaines de fois, et demander à des participants quelles émotions ils ressentent, ou quel terme émotionnel leur vient à l'esprit quand ils sentent telle ou telle odeur. Ça peut être une odeur, je sais pas, de poulet grillé, comme ça peut être une odeur de Chanel numéro 5. Okay, donc, la plus grande gamme possible de stimuli olfactifs. Et là, nous sommes arrivés à une échelle, vous voyez, qui permet de mesurer un certain nombre de dimensions. Une dimension qui est liée, en gros, au bonheur et au bien-être. Une dimension qui est liée à quelque chose que l'on ressent comme être relaxé, se sentir calme, paisible. Une dimension plus liée à la sensualité, au désir. Une dimension plus liée au dégoût et à l'irritation. Une dimension qui est un peu plus liée à la nostalgie. Et puis une dimension qui est liée au sentiment que c'est rafraîchissant. Et en fait, en prenant ces combinaisons, on arrive à couvrir une large partie des émotions déclenchées par les odeurs. Et un point qui est vite apparu, et que évidemment, auquel vous pensez évidemment aussi, c'est pas seulement la dimension de différence inter-individuelle, c'est-à-dire nous sommes alors de cultures différentes les uns les autres, vivant à Lausanne ou à Genève, mais peut-être pas de cultures radicalement différentes. Mais déjà en tant qu'individu, on a des réactions différentes. Mais alors imaginez pour des gens qui sont dans des cultures différentes. Et un cas d'école dans le domaine, c'est le durian. Je ne sais pas si vous avez déjà senti. Qui a déjà senti le durian ? Ouais. Ok. Alors, c'était comment ? C'est horrible, d'accord. Ouais. Donc, quand vous voyez votre expression, ça sent très fort, mais dès qu'on le goûte, et plus on en mange en fait, plus on commence à aimer, et moins on va trouver l'odeur désagréable. Mais du coup, ce que vous voyez ici, par exemple, c'est... alors, je ne sais pas si c'est à Singapour, potentiellement, parce qu'ils sont des grands consommateurs de durian. Vous voyez, il y a des expressions faciales qui n'ont pas du tout l'air d'expressions faciales de dégoût. Vous voyez ? Et du coup, simplement, si on adapte tout bêtement le modèle dont je vous parlais tout à l'heure à un cas de stimulus olfactif comme ça, dans la différence interculturelle, eh bien, vous avez le déclenchement, d'accord, qui va être l'évaluation de l'odeur du durian, et ensuite l'expression. La tendance à l'action va être plutôt d'approche. La réponse périphérique, on ne la connaît pas, mais serait peut-être une augmentation du système nerveux sympathique. Et puis un ressenti plutôt agréable. Alors que, si j'en crois même l'expression faciale que vous feriez, ça ne ressemblerait pas du tout à ça. Okay ?
Et ça, il faut pouvoir le prendre en compte dans des échelles de mesure des émotions. Du coup, l'étape suivante, pour nous, ça a été d'aller dans le monde entier, dans une sélection de pays à travers le monde, pour refaire la même chose et voir s'il y a des dimensions qui ressortent dans certains pays par rapport au ressenti émotionnel. Et personnellement, une dimension qui m'a le plus marqué, c'est la dimension de spiritualité, qui n'était pas du tout présente ou très peu présente quand on a fait les tests à Paris, dans d'autres régions en France, en Angleterre ou à Genève, et qui était très présente en Asie. C'est-à-dire que les odeurs étaient associées à un ressenti de spiritualité que vous avez présenté ici, spiritual feeling, et que c'était très difficile d'avoir une bonne couverture des émotions qu'on ressent face aux odeurs en Asie, donc en Chine et à Singapour on était, si on n'avait pas cette dimension de spiritualité. Alors il y a d'autres dimensions qui sont apparues plus ou moins pertinentes selon les pays, mais globalement, on arrive à retrouver certaines dimensions qui sont utiles, quel que soit le pays, pour mesurer les émotions déclenchées par les odeurs. Et un des points qui pour nous est très intéressant, c'est de se dire, est-ce que l'on peut caractériser des réactions aux odeurs au-delà simplement de ce qu'on appelle la valence? Alors la valence, c'est un terme très général qui en gros veut dire j'aime, j'aime pas. Et cette réaction, qu'on appelle aussi parfois hédonique, en fait, vous vous en rendez compte, c'est la première réaction qu'on a face à une odeur. Alors, si vous sentez quelque chose, tout de suite, en quelques dizaines de millisecondes, en moins de 100 millisecondes, on se dit « Ah, c'est agréable ou désagréable ». Et en fait, il y a des études qui suggèrent que bien avant même d'avoir identifié ce qu'on sent, on a cette réaction émotionnelle. Mais du coup, se pose la question, est-ce que pour des odeurs qui sentent aussi agréablement, on peut quand même trouver des différences dans les réactions émotionnelles des gens? Et c'est une des raisons pour lesquelles ce type d'échelle est intéressante, parce que vous voyez que pour deux odeurs, par exemple, qui ont quasiment exactement la même évaluation en termes de plaisir, donc les gens disent j'aime à peu près au même niveau, sur une échelle qui va de 0 à 10. Quand on utilise ce type d'échelle, comme nous on avait, mais comme il peut en exister d'autres, eh bien on voit qu'il y a des différences. Par exemple, ils vont dire ah, celle-ci je me sens un peu plus énergique, celle-ci je me sens un peu plus nostalgique, etc. Celle-ci je me sens un peu plus... ou c'est un peu plus lié au romantisme, au désir. Et donc pour des odeurs qui sont tout aussi agréables, on peut montrer des profils différents dans les réactions émotionnelles. Donc d'un point de vue de la recherche, c'est une des utilités de ce genre d'échelle. Alors pour la réalité virtuelle, je vous donne un petit exemple. Ça c'est le setting qu'on a justement au laboratoire à Genève, qui nous permet d'avoir les participants qui sont dans un monde de réalité virtuelle. Alors il y a plein de techniques de le faire, il y a des casques, et nous on a soit des casques, soit un système cave, c'est-à-dire, vous savez, ces systèmes où il y a différents murs qui font qu'on projette quelque chose de sorte à ce que les gens voient en 3 dimensions. Vous avez peut-être déjà vu ça. C'est un peu comme, presque comme aller voir Star Wars en 3D finalement, c'est un peu l'idée. Mais ce qu'on a ajouté, c'est un olfactomètre, c'est-à-dire que du coup les participants, quand ils sont dans cet environnement virtuel, donc par exemple ils se promènent dans une cuisine ou dans une salle de bain, on a un système qui peut repérer où leur tête se situe et du coup où leur nez se situe. Et du coup vous voyez qu'elle peut sentir ici un savon par exemple, ou alors tout à l'heure, je ne sais pas si on va le voir ici, on avait des roses aussi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que plus elle va s'approcher, plus on peut envoyer une odeur intense dans le nez parce que c'est un système qui capte le mouvement. Tout l'objectif pour nous étant d'aller dans des situations qui sont le plus réalistes possible, même si on est dans du virtuel, pour essayer d'induire des émotions et d'ensuite mesurer les réactions. Alors là, évidemment, vous ne pouvez pas voir en 3D, mais vous avez compris la logique. Il y a 2 petites canules qui arrivent simplement dans son nez, et grâce à l'olfactomètre, on peut envoyer des odeurs. Alors pour ça, ça nécessite pas mal d'outillage. Et c'est un des aspects qui rend cette aventure un peu compliquée d'un point de vue technique, scientifiquement. C'est que pour bien contrôler les odeurs qu'on présente aux participants, ou les goûts qu'on donne aux participants, on a développé, alors ici, un olfactomètre que vous avez,
Donc vous avez ici en fait Eva Poul qui est une chercheuse mais qui est ici posée pour la photo, qui reçoit des odeurs, vous voyez, dans le nez. Et puis je vous montrerai tout à l'heure un exemple d'une étude dans laquelle on a fait ce qu'on appelle un apprentissage émotionnel grâce à ces odeurs. Et puis ici vous avez un gustomètre, c'est-à-dire que c'est un appareil dans lequel on peut mettre jusqu'à 12 goûts différents. Donc par exemple, dans nos études, on utilise souvent des milkshakes au chocolat, milkshake à la vanille, etc. Que du coup, quand le participant, même quand il est dans l'IRM fonctionnel, il peut, plutôt que de voir une photo ou d'entendre une musique, avoir réellement un goût dans la bouche. Et ça nous permet du coup de mesurer notamment les réactions émotionnelles, pas seulement, à des goûts. Et du coup, on a tout un projet, par exemple, sur, je le mentionne maintenant parce que j'en reparlerai pas après, c'est un projet sur l'obésité où on se pose la question de savoir est-ce que dans l'obésité chronique, il y a quelque chose qui serait de l'ordre de l'addiction à la nourriture. Et du coup, on teste les circuits de la récompense, en gros, dans le cerveau, grâce à des stimuli qui sont du coup très pertinents pour les participants, parce que c'est réellement un vrai milkshake au chocolat qu'ils ont. C'est pas juste la photo d'un milkshake au chocolat. Et le défi particulier dans ce genre d'études, c'est d'avoir des systèmes qui sont compatibles pour l'IRM fonctionnel, parce que l'IRM fonctionnel, c'est un très très gros champ magnétique, c'est 3 Tesla, et donc on ne peut pas se permettre d'avoir quelques pièces de métal, si vous voulez, qui entrent dans l'IRM. Donc il faut construire tout un système qui est dédié spécifiquement pour l'IRM fonctionnel. Je voulais vous montrer ces photos parce que c'est plus parlant quand on voit comment ça se passe réellement. Et alors, où on en est du coup de la recherche sur, disons, les bases cérébrales des émotions? Une idée qu'on avait il y a encore une vingtaine d'années peut-être, c'était qu'il y a dans le cerveau un système qui est dédié pour les émotions, qui s'appelle le système limbique. Vous avez peut-être entendu parler de cette idée-là. Alors, l'idée que le système limbique est la région des émotions, vous pouvez oublier. Par contre, c'est vrai que le système limbique est important pour les émotions. Mais c'est de loin pas la seule région qui est importante pour les émotions. Donc on a, si vous voulez, progressivement quitté la vision selon laquelle le cerveau émotionnel, ce serait un cerveau un peu animal, ancestral qu'on aurait dans notre cerveau, pour aller vers l'idée que le cerveau émotionnel, c'est, alors je dirais pas tout le cerveau, mais c'est un grand nombre de régions cérébrales. Toutes les régions que vous avez ici sont des régions qui sont importantes pour les émotions. Et ce qui vous frappe peut-être, c'est de voir qu'il y a beaucoup de régions corticales qui sont ici présentes. Dire qu'il n'y a pas seulement des régions anciennes, si vous voulez, d'un point de vue évolutionnaire, sous-corticales, mais il y a aussi des régions qui sont apparues un peu plus récemment, et notamment le cortex préfrontal dorsolatéral que vous avez ici. Il est très important pour la mémoire de travail, il est très important pour les fonctions exécutives, pour plein de fonctions cognitives importantes, mais aussi pour les émotions et leur régulation. Donc il y a un partage qui est beaucoup plus fort que ce qu'on pensait des régions cérébrales importantes pour les émotions et pour la cognition. Et on est dans une situation finalement dans laquelle l'émotion est assez omniprésente dans le cerveau. Alors sans entrer dans les détails, ici vous avez tout ce qui est en couleur sont des régions qui sont vraiment importantes pour les émotions qu'on voit représentées ici. Et un point qui est, à mon avis, assez fascinant d'un point de vue de l'évolution du cerveau, c'est de se dire que le cerveau olfactif partage un grand nombre de réseaux, de régions, avec le cerveau émotionnel. Et moi, ça m'a frappé la première fois, c'est un peu une anecdote, mais j'étais à une conférence sur l'olfaction, parce qu'on commençait à s'intéresser justement aux odeurs. Notre domaine, c'est vraiment les émotions. Et puis grâce à cette collaboration avec Firmenich, on s'est beaucoup intéressé aux odeurs, parce que comme je disais, ce sont des stimuli forts. Et moi, du coup, j'essayais de m'instruire un petit peu. Ah, ok. Ça aussi. Ça, on parlait de surprise tout à l'heure, voilà, ça c'est typiquement ce qui déclenche la surprise. Et du coup, j'ai essayé de m'instruire un petit peu, et du coup, je suis allé à des conférences sur le cerveau olfactif. Et première conférence, alors voilà, qu'est-ce que le cerveau olfactif? Et il commence à décrire les régions que moi je connaissais d'études du cerveau émotionnel. Et c'est-à-dire que, par exemple, l'amygdale cérébrale, alors qui n'est pas l'amygdale qu'on a au fond de la gorge évidemment, mais qui a le même nom de par sa très jolie forme en amande. Donc ça s'appelle amygdale de par la forme en amande. Personnellement, c'est la région sur laquelle je travaille le plus depuis 20 ans. C'est une région qui est magnifique, si vous pouviez la voir de plus près. Et donc elle a cette forme en amande comme ça, superbe. Elle est assez petite et elle a déjà 13 noyaux rien qu'à l'intérieur.
eh bien l'amygdale était présentée comme une des régions du cerveau olfactif, sans parler d'émotion. Le cortex orbitofrontal, qui est juste ici, est vu comme le cortex olfactif secondaire par beaucoup. Et c'est une région clé pour les émotions. Et donc, j'étais comme ça à une conférence où le conférencier ne parlait pas d'émotions, parlait que d'odeurs, et présentait les structures cérébrales des émotions. Et ça frappe. Et effectivement, maintenant, il y a plusieurs articles qui sont sortis à ce sujet. Ici, vous avez par exemple un article qui a systématiquement comparé les régions cérébrales du système olfactif et du système émotionnel. Et ici, vous voyez le nombre de régions, finalement, qui sont vraiment communes à ces deux systèmes-là. Ce qui peut-être explique en partie pourquoi est-ce qu'il y a ces liens si forts entre les odeurs et les émotions. Alors, un des domaines qui s'est beaucoup développé ces dernières années aussi, c'est celui de la reconnaissance des émotions. Donc, le cerveau dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est le cerveau impliqué quand vous ressentez quelque chose. Vous ressentez de la joie, de la fierté, de la honte, de la tristesse, etc. Beaucoup de chercheurs se sont posé la question suivante. Comment est-ce que votre cerveau va être capable de reconnaître les émotions chez autrui? De reconnaître que quelqu'un est en colère, que quelqu'un a peur, que quelqu'un est triste? Et un premier élément qui est assez vite ressorti et qui était au début un peu surprenant, c'est de se dire qu'en fait, figurez-vous, beaucoup de régions qui sont impliquées dans vos propres émotions sont aussi impliquées quand vous reconnaissez les émotions des autres. Et c'est de là que sont venues quelques théories dont vous avez peut-être entendu parler, des neurones miroirs, l'idée que l'empathie pourrait jouer un rôle important, etc. Et là, les auteurs, de plus en plus, s'intéressent aussi à la reconnaissance des émotions qui viendraient d'odeurs corporelles. Donc pas seulement sur le visage ou dans la voix, ce qui a été ultra étudié, il y a des milliers d'études là-dessus, mais il y a quelques études aussi sur les odeurs corporelles, et c'est un des thèmes clés justement de Camille Ferdanzi dont elle vous parlera. Et il y a, au début moi j'étais personnellement très sceptique, je trouve qu'il y a de plus en plus d'études qui suggèrent qu'effectivement, même dans la sueur, il pourrait y avoir des composantes qui nous permettraient de manière assez inconsciente, alors peut-être pas de reconnaître explicitement l'émotion de quelqu'un, mais en tout cas ça nous permettrait de moduler notre reconnaissance. Un exemple d'une étude que j'aime bien, ils ont demandé à des participants de sauter en parachute et ils ont mesuré leur sueur. Okay? Donc ils ont pris leur sueur. Ou alors ils ont demandé à des participants simplement de faire un jogging. Vous êtes d'accord que dans les deux cas il y a de la sueur, et dans les deux cas on peut du coup prendre la sueur, et ensuite simplement ils ont fait sentir cette sueur à des participants en leur demandant de reconnaître des expressions faciales et de dire à quel point la personne avait peur. Et en fait, le fait d'avoir senti une odeur de quelqu'un qui a eu peur facilite la reconnaissance d'une expression de peur par rapport à si la personne faisait juste un jogging. Donc quand on sent la sueur, on est incapable de dire évidemment si c'était quelqu'un qui a sauté en parachute ou qui faisait un jogging. Et on est incapable de dire si la personne a peur ou non. Mais par contre, il y a des composés chimiques dedans, semble-t-il, c'est encore à répliquer ce genre de résultat, qui suggèrent qu'on pourrait savoir que la personne ressentait de la peur. Dans le même genre, il y a une fabuleuse étude qui est sortie sur les larmes, on parlait des larmes tout à l'heure, où ils ont demandé à des participantes ils ont mis des films à des participantes très tristes, et puis certaines ont pleuré, ils ont récupéré les larmes, ils ont fait sentir les larmes à des participants en IRM fonctionnel, ils ont trouvé plein de régions intéressantes pour des larmes qui étaient des larmes liées à l'émotion, par rapport à des larmes qui coulaient plutôt par rapport, je ne sais pas si vous épluchez un oignon, des choses comme ça, vous avez aussi des larmes. Donc il semblerait qu'il y ait quand même certains aspects chimiques qui donneraient ce genre de message. Et du coup, ça c'est par exemple une des études qu'on avait faites à Genève il y a quelques temps, dans laquelle on a essayé d'utiliser les questionnaires développés avec les dimensions dont je vous parlais tout à l'heure, donc la dimension de plaisir, de relaxation, de désir, de ressenti agréable en général ou de ressenti désagréable en général, et de voir si on peut dans le cerveau retrouver des régions un peu différentes pour ces dimensions. C'est pas si évident que ça, je ne sais pas si vous êtes un peu certains familiers avec la recherche en neuroimagerie, mais des fois on a juste l'impression que c'est une photo qu'on prend du cerveau. En fait, il y a énormément de niveaux d'analyse différents qui se font, et les résultats sont intéressants parce qu'ils montrent que ça fait sens, si vous voulez, d'aller vers des dimensions assez spécifiques pour les ressentis des odeurs, plutôt que d'avoir juste les grandes catégories, joie, peur, colère, tristesse, etc. Mais la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est juste par rapport à la faisabilité, pour que vous voyez que c'est le genre de recherche qui est faisable actuellement.
Ok, alors maintenant je passe à un peu une deuxième partie de la présentation. Jusqu'à maintenant, on a un peu défini ensemble ce qu'est une émotion et on a parlé des méthodes pour étudier les émotions. Je vais maintenant essayer d'aller contre une idée que vous pourriez avoir que les émotions sont plutôt mauvaises, disons, pour la cognition. Essayer de donner quelques exemples pour vous dire à quel point est-ce que les émotions peuvent être au contraire utiles. Alors imaginez un cas qui est à la fois olfactif et gustatif, d'accord ? Le fait de manger des marshmallows. Déjà, un premier élément qui est intéressant, c'est que si on zoome un petit peu sur l'activité de ce qui peut se passer pendant que cette jeune femme se régale des marshmallows, c'est qu'on voit que le cerveau, c'est tout un réseau et qu'il y a plein de régions qui vont être activées. Alors ici, ce n'est pas des cartes d'activation, c'est vraiment de la connectivité anatomique. Ce n'est pas chez l'humain, mais peu importe. La raison pour laquelle je veux vous montrer ça, c'est que vous avez ici l'amygdale, qui est cette si belle région qui me fascine tellement, qui est connectée avec un très grand nombre de régions corticales. Des régions qui sont importantes notamment pour la cognition, pour le langage, pour la mémoire, pour la spatialisation, pour l'action, etc. Alors, la seule raison pour laquelle je vous montre ce graphique, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'en tout cas intuitivement, ça saute aux yeux de se dire que l'émotion et la cognition ne peuvent pas travailler indépendamment l'une de l'autre s'il y a de tels liens anatomiques entre les deux. C'est-à-dire que le cerveau est fait de sorte que ces régions-là sont ultra connectées par des axones entre eux. Et on voit mal comment ça pourrait être modulaire et séparé comme mode de fonctionnement, vu les liens déjà anatomiques qu'il y a entre l'émotion et la cognition, pour le dire, avec des mots généraux. Alors je vais commencer avec l'attention. Peut-être vous avez déjà vu cette vidéo, certains, mais j'imagine pas tout le monde. Elle est assez passionnante parce que elle me permet de faire un point qui est celui des limitations de l'attention. Et c'est quelque chose qui est très utile à savoir dans plein de contextes différents. C'est de se dire que c'est pas juste parce qu'on est présent quelque part qu'on va faire attention à ce qui se passe. Les enseignants le savent très bien, enfin parfois l'oublient un peu peut-être, mais c'est pas parce qu'un élève est dans la salle que l'élève va comprendre ce qu'ils disent, okay, et qu'il va suivre ce qu'ils disent. Et là, on pourrait très bien se dire « Ah, mais il était là, je comprends pas, pourquoi est-ce qu'il se souvient pas, ou pourquoi est-ce qu'il n'a pas appris, il était présent, il m'a regardé et tout. » Mais en fait, simplement parce que ce qu'il faut, comme première étape pour pouvoir aller vers la mémoire, par exemple l'apprentissage, ben, c'est le fait de faire attention à ce qui se passe. Et c'est tout à fait normal. Là, par exemple, on a 1h30 ensemble. Il y a plein de moments où votre attention part dans d'autres directions. Mais il n'y a que les cas où l'attention est quand même disponible, où on peut imaginer qu'il va y avoir ensuite un encodage et un apprentissage. Et si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a telle limitation de l'attention, c'est une vidéo qui est, pour ça, assez chouette. Je vous demande juste de la regarder simplement comme si vous regardiez une conférence, ou vous étiez à un cours, ou si vous regardiez un film. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's gold below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Ok, alors à quel point vous avez été observateur? Est-ce que vous avez vu qu'il y a des choses bizarres qui sont passées? Ok. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est difficile. Ouais. Donc il y a plein de choses qui se sont passées. Et si vous voulez, on va juste voir qu'est-ce qui exactement s'est passé. Essayez de vous demander ce que vous avez repéré comme changement dans la scène. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est l'envers du décor. Okay, alors il y a eu 21 changements. Okay, y compris des énormes changements que vous avez ratés. Donc c'est la scène que vous venez de voir. Hein. Donc tout change. Change les tables, les vases, il rajoute un fauteuil. Le mort change, d'accord, c'est plus la même personne qui a été tuée. Le tapis change, il y a des fauteuils qui bougent, les personnages changent, ils changent même de manteau, vous voyez. Constable, arrest Lady Smythe.
Ok. Et donc l'idée du lien avec les émotions, vous pourriez dire mais quel lien avec les émotions? L'idée c'est que les émotions fonctionnent de sorte à ce que, dans beaucoup de situations en tout cas, ça court-circuite un peu ces limites attentionnelles. Et que quand quelque chose est très émotionnel, par exemple si quelque chose est très dangereux, très dégoûtant, très agréable, eh bien il va avoir tendance à aller directement dans le système attentionnel de sorte à ce que ce soit moins dépendant de ce qu'on appelle l'attention volontaire. C'est-à-dire le fait que vous-même, vous décidiez de porter votre attention sur différents événements. L'attention, l'émotion a cette capacité d'aller assez directement dans les systèmes attentionnels du cerveau. Ici, vous avez juste quelques exemples de stimuli qu'on utilise, par exemple, dans nos études, soit des stimuli négatifs, olfactifs ou visuels, ou alors des stimuli positifs. Et on commence à assez bien comprendre. Alors, l'idée, c'est pas d'entrer dans les détails, mais encore une fois, juste de vous dire qu'on commence à assez bien comprendre ce qui se passe. Quand vous avez ce stimulus que vous voyez, que vous entendez, que vous sentez, c'est comme si tout ce que vous venez de voir, de petits détails qui se passent dans une scène, était court-circuité pour que très vite l'information émotionnelle accède à votre cerveau et que vous puissiez agir. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, les émotions nécessitent des actions très rapides, voire urgentes, dans le cas de la peur, par exemple, ou du dégoût. Et donc, l'attention volontaire doit être bypassée, en quelque sorte, c'est un bon français, pour qu'on puisse réagir très rapidement. Je vais passer cet exemple pour des raisons de temps, parce que c'est un petit peu technique, mais je vous montre juste la logique. Comment est-ce qu'on peut étudier ça? Par exemple, dans cette expérience, on s'était... En fait, je vous raconte quand même. Vous avez jusqu'à quelle heure? On a du temps encore, ouais. Okay. Alors, une question qui se pose, qui est absolument passionnante, c'est la suivante. Est-ce que la raison pour laquelle, par exemple, quand vous voyez ce visage de bébé, eh bien, c'est un visage de bébé qui va capturer votre attention, est-ce que c'est juste perceptif, parce qu'il a cette forme-là en particulier, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il est émotionnel qui va capturer votre attention? Et ça, c'est une question qu'on a depuis une vingtaine d'années dans le domaine. Est-ce que c'est la forme finalement de l'objet, le fait que les serpents ou les araignées capturent tellement notre attention? Est-ce que c'est parce que ce sont des serpents ou des araignées, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont une valeur affective? Est-ce que c'est l'aspect perceptif ou affectif? Et du coup, une manière de faire ça, c'est de dissocier les deux. C'est-à-dire de dissocier l'aspect perceptif de l'aspect affectif, et donc de prendre des stimuli qui perceptivement ne sont pas spécialement émotionnels, mais de leur associer une valeur affective. Et pour ça, le chocolat dont on parlait tout à l'heure est bien utile, parce que, ici par exemple, vous avez une petite forme géométrique de rien du tout, qui n'est pas spécialement agréable ou désagréable. Ah, j'ai cru que c'était le signe qu'il fallait finalement que j'aille faire. Et donc vous avez une petite forme géométrique de rien du tout, et puis en fait, à chaque fois que cette participante voit cette forme-là, elle va sentir une bonne odeur de chocolat. Okay? Et quand elle voit une autre forme, elle va sentir autre chose. Et si on fait ça suffisamment, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage associatif, petit à petit, le simple fait de voir cette forme géométrique activera dans le cerveau, alors ça ne va pas durer très très longtemps, mais potentiellement quelques minutes ou quelques heures, même cette association, eh bien c'est plutôt positif. Et donc dans ces études-là, allez, je vous montre les détails des expériences qu'on fait. Voilà le truc typique. Vous êtes face à un écran d'ordinateur, vous avez un point de fixation au milieu, et puis l'image dont on parlait tout à l'heure qui apparaît très peu de temps. Elle apparaît 150 millisecondes, donc moins d'un dixième, enfin à peu près un dixième d'une seconde. Et puis votre tâche, si vous étiez participant à l'étude, c'est juste de dire si le petit trait qui apparaît ensuite, il apparaît à gauche ou à droite. C'est tout. Alors pourquoi est-ce que c'est une manière d'étudier l'attention? C'est une manière d'étudier une forme d'attention qu'on appelle l'attention spatiale. L'idée étant que si jamais la petite forme géométrique a capturé un petit peu votre attention, eh bien vous allez être plus rapide pour dire que le point est à gauche que si jamais la forme géométrique n'avait pas capturé votre attention. Vous êtes d'accord? Si elle attire votre attention, vous êtes dessus, et donc quand apparaît le petit trait, tac, vous répondez. Et donc du coup on peut comparer une forme géométrique qui attire l'attention à une qui n'attire pas l'attention, par exemple. Vous voyez la logique? Alors voilà ce qu'on a fait. Première tâche, c'est ce que je vous disais. On fait ce genre de comparaison. Et là, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les participants ne vont pas trouver que cette forme géométrique capture l'attention. Ensuite, on fait cette petite manipulation expérimentale où cette forme géométrique va être associée à une odeur de chocolat et celle-ci n'a pas d'odeur. Et ensuite, on refait le test. Et on a pu démontrer ce qu'on voulait. Alors, je vous mets le graphique d'origine, mais vous embêtez pas avec les détails. Mais on a pu mesurer ce qu'on voulait, c'est-à-dire que les participants, après avoir appris, sont plus rapides significativement
pour détecter le petit trait quand la forme géométrique a été associée à l'odeur de chocolat. Alors, en soi, c'est très intéressant. Mais on voulait aller encore un tout petit peu plus loin. Et on voulait montrer que c'était vraiment lié à la valeur affective de la forme géométrique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu dévaluer cette forme géométrique, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle n'est plus cette valeur affective. Il y a quelque chose qui marche assez bien dans le domaine de l'olfaction et de la gustation, c'est ce qu'on appelle la satiation sélective. C'est tout bête. Est-ce que vous avez déjà mangé 1 ou 2 carrés de chocolat? C'est agréable. Est-ce que ce même carré de chocolat est aussi agréable après que vous ayez mangé une tablette entière? Et après 2 tablettes, après 3 tablettes. Au bout d'un moment, on n'a juste plus envie de chocolat, non? Hein, même nous qui adorons ça, au bout d'un moment. Ben, c'est cette idée-là. C'est-à-dire que si jamais on fait sentir une odeur très longtemps, ou alors si jamais, là en l'occurrence, c'était sympa de participer à ces études, le participant avait une assiette et il pouvait manger autant de chocolat qu'il voulait. Et du coup, il mange beaucoup de chocolat, au point que ça l'écœure un petit peu, si vous voulez. Et du coup, la question, c'est une fois que le participant est un peu écœuré par le chocolat, bah, est-ce que l'attention va toujours être captée par la forme géométrique? Et évidemment, notre objectif, c'était de montrer que ce n'est pas le cas. Et du coup, effectivement, après qu'ils aient mangé un maximum de chocolat, eh bien, on voit, c'est pas grave si vous ne repérez pas sur ce graphe, qu'il n'y a plus de capture attentionnelle. C'est-à-dire que c'était vraiment dû à la valeur affective qu'on avait donnée au stimulus par l'odeur qu'il y avait cette capture attentionnelle. Alors, l'attention, une autre grande fonction cognitive qui est extrêmement liée aux odeurs, et on pourrait presque avoir une conférence qui est que sur les liens entre mémoire et odeur, hein, bien entendu, c'est la mémoire épisodique. Alors, qu'est-ce que la mémoire épisodique? C'est tout simple, c'est la mémoire que vous avez des épisodes de votre vie. C'est-à-dire, vous vous rappelez ce que vous avez fait peut-être avant-hier à 10h du matin. Vous vous rappelez peut-être ce que vous avez fait il y a 1 an, un dimanche après-midi. Ce sont les événements spécifiques de votre vie en termes d'épisodes que vous vivez. Les liens entre émotion et mémoire ont été ultra étudiés. Par exemple, qui parmi vous, alors certains sont trop jeunes pour s'en rappeler, je m'en suis rendu compte en faisant mes cours, en fait, c'est terrible. En psychologie de l'émotion, je donne un cours en 2e année de psycho, les étudiants ont 19-20 ans. Et au début de ma carrière, quand je donnais cet exemple, toutes les mains se levaient dans la salle. Quand je demandais, est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez quand vous avez appris pour les attentats du 11 septembre? Oui. Levez la main, celles et ceux qui s'en rappellent. Voilà. C'est pas du tout par rapport aux âges, mais ouais, ok. Et celles et ceux qui se rappellent ce qu'ils faisaient la veille à la même heure, levez la main. Le lendemain à la même heure? Non, ok. Et là, vous avez finalement un cas assez clair d'effet de l'émotion sur la mémoire. Dire qu'on pense que parce que c'était très touchant, évidemment pour vous, très émotionnel, vous rappelez maintenant même assez bien ce que vous faisiez à ce moment-là. C'est comme si ça avait gravé en quelque sorte l'événement pour vous. Dans un cas extrême, c'est ce qui se passe quand des gens qui ont un traumatisme et qui ont un PTSD, ils vont revivre dans le détail ce qu'ils ont vécu de traumatisant. Et on pense que globalement, c'est vrai pour nous, tous les jours, pour tous nos souvenirs. C'est-à-dire que plus un événement est intensément émotionnel, plus on va s'en rappeler. Et heureusement, ça ne marche pas seulement pour les événements négatifs, mais ce type de facilitation en mémoire fonctionne aussi pour les événements positifs. Ici, j'ai essayé maladroitement de mettre une Madeleine de Proust. Alors que ce soit des événements positifs ou négatifs, il y a cet effet sur la mémoire épisodique. Alors, d'un point de vue des régions dans le cerveau, je le dis rapidement, mais vous savez peut-être qu'une des régions qui est clé pour la mémoire épisodique, c'est l'hippocampe. Et en fait, l'hippocampe et l'amygdale sont placés côte à côte dans le cerveau. C'est un peu comme un point d'exclamation, vous avez l'hippocampe et l'amygdale, et ils ont des liens très très forts. Et pour résumer, l'effet de l'émotion sur la mémoire passe énormément par le fait que quand on a une émotion, il y a l'amygdale qui va envoyer pas mal d'informations à l'hippocampe pour un peu stabiliser cette information en mémoire. Et on pense que ça se fait par 3 grandes étapes. L'encodage, c'est-à-dire le moment où vous faites très attention à ce qui est émotionnel, c'est la porte d'entrée en mémoire, et déjà là, il y aurait une facilitation. Donc quand vous avez appris pour les attentats, ça crée une émotion intense, et à ce moment-là, vous encodez ce qui se passe de manière particulièrement forte. C'est-à-dire que peut-être que quand on se verra dans 1 an, si on se recroise, vous vous souviendrez un petit peu d'à quoi je ressemble, mais c'est peu probable que vous vous rappeliez de la couleur de ma chemise, ou de choses qui ne sont pas pertinentes. Okay ?
Quoique maintenant que j'en ai parlé, peut-être vous en rappellerez. Ensuite, la deuxième étape qui est très intéressante, c'est la consolidation. Et là, à nouveau, il y a des auteurs qui pensent que ce n'est pas seulement à l'encodage, mais aussi pendant qu'on consolide l'information en mémoire, que l'émotion va jouer un rôle. Donc en gros, simplement, quand la nuit du 11 au 12 septembre, vous avez dormi, c'est à ce moment-là que l'effet de l'émotion a eu lieu sur la mémoire, parce que vous avez consolidé ce qui était pertinent affectivement de la veille par rapport au lendemain. Et c'est pour ça que vous ne vous rappelez pas tellement ce qui s'est passé le 12 ou le 13 septembre 2001. Vous en rappelez pas maintenant parce que c'était moins pertinent émotionnellement. Et puis finalement, il y a quelques collègues, mais ils sont beaucoup moins nombreux, qui pensent qu'il y a un effet du rappel, l'émotion. C'est-à-dire au moment où je vous dis « Ah, est-ce que vous vous souvenez des détails du 11 septembre 2001 ?» Ça crée une émotion en vous, et ça vous aide à aller à la pêche au souvenir si l'émotion est congruente avec celle que vous avez ressentie à l'époque. Mais donc tout ça pour vous dire que finalement, si on prend juste une forme de mémoire, il en existe d'autres, hein, il y a la mémoire sémantique, la mémoire procédurale, mais la mémoire épisodique, pour chacune des 3 étapes de la mémoire épisodique, il y a des effets de l'émotion qu'on peut observer. Et puis je vais terminer assez rapidement avec cette question de l'intelligence émotionnelle et des compétences émotionnelles, puis après on pourra ouvrir la discussion. Pour vous dire que l'intelligence émotionnelle, on pense actuellement que c'est un ensemble de compétences plutôt qu'une forme unitaire d'intelligence, simplement parce que les compétences dont je vais parler ne corrèlent pas forcément les unes avec les autres. Donc il n'y a pas forcément une intelligence, mais différentes compétences. C'est un peu un détail. Première, c'est la compréhension des émotions. Globalement, c'est cette idée, à quel point est-ce que quelqu'un a des connaissances, même sémantiques, sur ce qu'est une émotion. Si je vous parle de la peur, ou de la colère, ou de la tristesse, dans quelle mesure est-ce que vous pouvez comprendre de quoi il s'agit ? Une deuxième compétence, c'est d'avoir des émotions rationnelles. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est l'idée qu'on a des émotions qui sont adaptées, qui sont justifiées, qui sont proportionnelles aux situations. Le cas irrationnel serait une phobie, où on a peur de quelque chose qui n'est pas dangereux. Okay ? Mais avoir peur de quelque chose qui est dangereux, ma foi, c'est ultra rationnel. Hein, parce que si jamais on n'avait pas peur de ce qui est dangereux, on ne serait sûrement pas là pour en parler. Parce que dans l'évolution, notre espèce n'aurait pas duré longtemps. La reconnaissance de ses propres émotions, c'est-à-dire de savoir quelle émotion vous ressentez à un moment donné. Un extrême pathologique, c'est ce qu'on appelle l'alexithymie, c'est l'incapacité à mettre des mots sur ses émotions. Et puis, là, vous le savez, il y a des grandes variations entre les individus. Certains sont très à l'aise à mettre des mots sur leurs émotions, d'autres ont du mal. Il y a la régulation de ces émotions, j'en parlerai dans un instant, donc je passe pour la description rapide. La reconnaissance des émotions chez autrui, je vous en parle aussi en plus de détails. Et puis finalement, ce qui explique beaucoup le succès du concept d'intelligence émotionnelle, surtout dans le domaine du management, c'est la gestion des émotions d'autrui. Alors je vous parle un petit peu de reconnaissance des émotions et de régulation des émotions, et puis ensuite je m'arrêterai. Alors la reconnaissance des émotions, c'est un grand thème dans notre discipline des sciences affectives, et on doit ça à Charles Darwin. Vous ne le savez peut-être pas, parce que ce n'est pas son ouvrage le plus connu, mais il a écrit en 1872 un livre qui s'appelle « L'expression des émotions ». L'expression des émotions chez l'homme et les animaux, dans lequel il a en fait appliqué sa théorie de l'évolution aux émotions. Il s'est posé des questions assez fascinantes du type, finalement, pourquoi est-ce que quand on a peur, ou quand on est en colère, ou quand on est triste, on exprime ses émotions de cette manière-là, plutôt que d'une autre manière ? Est-ce qu'il y a un arbitraire dans l'expression, ou est-ce qu'au contraire, ce serait universel ? Pourquoi est-ce que n'importe quel enfant qui naît n'importe où dans le monde aurait globalement les mêmes expressions des émotions ? Sa réponse, c'est que fonctionnellement, dans l'évolution, il y a une raison pour laquelle on a tel muscle qui va être activé plutôt que tel autre. Je ne sais pas, dans la colère, par exemple, essayez de vous mettre... Non, mettez pas en colère. Essayez de vous rappeler une fois que vous aviez une colère intense, vous sentez qu'il y a une certaine tension dans la mâchoire, ben c'est simplement parce que, enfin, selon Darwin, parce que c'est utile d'avoir de la force dans la mâchoire pour mordre. Okay ? Et il y a des enfants, vous savez, très jeunes, qui continuent à mordre. Et cette idée de puissance dans la mâchoire quand on est agressif, quand on est en colère, évidemment, les animaux ont ça énormément. Nous, on mord moins souvent, mais resterait dans la colère cet aspect-là. Quand on a peur, faites-moi une expression de peur. Imaginez que vous avez très peur. Voilà, très bien. On ouvre grand les yeux, typiquement. Selon Darwin, on ouvre grand les yeux. Pourquoi ? Parce que ça maximise notre champ visuel pour essayer de repérer les manières de fuir.
Et le dégoût, par exemple, qui est si important pour les odeurs. Quand on a une expression de dégoût, voilà, on ferme un peu les yeux et on ferme le nez beaucoup. Et à nouveau, fonctionnellement, l'idée c'est que ça protégerait l'organisme de substances qui sont potentiellement dangereuses parce qu'il faut même aller jusqu'au vomissement et donc faire que dans l'expression émotionnelle du dégoût, il y a parfois le fait de vomir parce qu'il faut faire ressortir une substance qui est potentiellement dangereuse. Et là, vous voyez que Darwin fait quelque chose de génial qui est de dire que finalement l'expression d'une émotion, c'est de loin pas que de la communication. C'est pas pour dire à l'autre comment on se sent, d'accord ? C'est aussi, presque avant tout, pour interagir directement avec son environnement. On exprime du dégoût parce qu'il faut que ce qui est dangereux ne rentre pas, voire ressort de l'organisme. Et il y a eu plusieurs études, mais la plus belle, je trouve, était celle-ci qui était sortie dans Nature Neuroscience à l'époque, où ils ont vraiment comparé des expressions faciales de peur et de dégoût et montré qu'effectivement, le dégoût se caractérise par le fait qu'on ferme le visage et qu'on évite que tout entre, alors que dans la peur, on a une ouverture des sens pour augmenter l'acquisition sensorielle. Alors, ce que ça nous dit, c'est que les expressions faciales, au-delà de la communication seule, ont une fonction, probablement. Et ça a été pas mal étudié en psychologie développementale, dans lesquelles on s'est intéressé à la manière dont les enfants pouvaient très tôt dans la vie utiliser les expressions émotionnelles d'autrui pour décider de ce qu'ils devaient faire. C'est un exemple que je trouve magnifique, du coup je vous le présente, même si je vois que le temps passe vite. C'est l'étude du Visual Cliff Experiment, qui est un classique en psychologie développementale des émotions, dans laquelle vous avez un enfant qui a environ 1 an, qui a très envie du jouet qui est ici. Vous voyez ? Seulement, cet enfant se rend bien compte que s'il continue à avancer, il risque de tomber. Pourquoi ? Parce que visuellement, il a l'impression qu'il y a ce qu'on appelle une falaise visuelle. Mais évidemment, les psychologues ne sont pas cruels. Si jamais, en fait, il continue, il ne tombe pas parce qu'il y a du plexiglas. Donc s'il touche, il voit qu'il peut avancer. S'il regarde, il pense qu'il va tomber. C'est ce qu'on appelle des situations ambivalentes, parce que c'est à la fois positif et négatif en quelque sorte. Et là, Joe Campos a eu cette idée géniale de se demander si, quand un enfant de 1 an déjà a accès à l'expression faciale émotionnelle de sa maman, ça va le décider à considérer finalement que c'est un danger ou que c'est pas un danger. Alors vous allez voir. Donc vous avez Joe Campos. Emotions were a royal road, one royal road, to the study of the baby's development. In this study, babies between 9 and 12 months are brought into the lab and placed on a large plexiglass top table. Half of the table has a checkerboard pattern just underneath the surface. But halfway across is a visual cliff, which the baby can tell drops off steeply. The plexiglass top continues, so it's perfectly fine to proceed. But the baby isn't so sure. And this is Vous voyez l'hésitation, elle hésite vraiment. She wants to get across to get the Évidemment, elle toy, veut le jouet. but she's cautious and looks to the opposite end of the table where her mother is. Et s'il n'y a pas d'adulte de l'autre côté, s'il n'y a pas la maman, il ne traverse pas en général. The mother is posing a fear face. The baby typically does not cross this stair-step downward, this modified visual cliff, visual step. On the other hand, if the mother poses a smile or somehow poses a nonverbal communication that is not prohibitive but encouraging, the child is much more likely to cross over to her. Et, alors ça, c'est le genre d'expérience qu'on aime bien en psychologie parce qu'il n'y a presque pas besoin de statistiques. Il y a tous les enfants qui traversent si la mère exprime un grand sourire et aucun si elle exprime une expression de peur. Et donc, mine de rien, ce que ça nous dit, c'est que dès 1 an, les enfants sont capables de reconnaître des expressions faciales émotionnelles de ce type-là, mais surtout de faire des inférences par rapport à ce que ça veut dire pour une décision qui est, somme toute, assez ambiguë. Vous avez fait ça avec des Japonais ? Je ne sais pas du tout si ça a été fait avec des Japonais. Alors, si, ils ont des expressions faciales, mais ils les régulent énormément, et elles sont beaucoup plus dépendantes du contexte que chez nous. Mais par contre, ils les expriment dans des situations un peu différentes. Mais ils ont des expressions faciales. Et vous avez raison que ce serait intéressant à faire d'un point de vue interculturel, parce que probablement il y aurait des effets qui sont différents. Et puis je vais passer maintenant à la partie sur la régulation
Voilà. Et puis je terminerai avec ça. La régulation des émotions, c'est une autre compétence qui est très importante. C'est la question de savoir, imaginez que vous soyez en colère et que vous ayez envie de diminuer cette colère. Que vous soyez triste et que vous ayez envie de diminuer cette tristesse. Quel type de stratégie est-ce que vous utilisez pour le faire? Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans le domaine et très souvent c'est lié à des stratégies de régulation de soi et de régulation de son propre comportement. Pour un peu boucler la boucle, si j'ose dire, et vous parler des marshmallows dont on parlait tout à l'heure, il y a un test qui est très utilisé, qui est le test des marshmallows, pour justement évaluer les capacités de régulation de soi des jeunes enfants et puis des adultes. C'est un test qui est assez intéressant, il est débattu pour certaines raisons, mais pas pour celles dont je vous parle. Et je vous propose de vous montrer la petite vidéo parce que c'est une très jolie illustration de comment est-ce qu'il peut y avoir une émotion qui est déclenchée, comme on a vu depuis tout à l'heure. Essayez de vous demander comment est-ce que les enfants essayent de réguler cette frustration, en l'occurrence. D'accord ? Alors la tâche, elle est assez simple, même si elle peut sembler un petit peu cruelle. Vous avez l'expérimentateur qui donne à l'enfant un marshmallow, et donc un bonbon, une guimauve. L'enfant a très envie de manger cette guimauve, bien sûr, mais l'expérimentateur dit, si tu attends un quart d'heure, enfin il ne dit pas que tu attends un quart d'heure, il dit, si tu attends, je t'en amène un deuxième et tu pourras manger les deux. Et c'est à peu près un quart d'heure que l'expérimentateur attend, mais il ne le dit pas à l'enfant. Donc il y a une incertitude. Et c'est cette capacité que l'on a, beaucoup due à notre cortex préfrontal, de différer une récompense. Et on est très souvent dans des situations-là. Est-ce qu'on est prêt à attendre un peu pour avoir quelque chose de bien? Est-ce qu'on est prêt à faire du sport pour... Alors je vous présente. Donc vous avez les enfants qui sont filmés, mais ils ne savent pas qu'ils sont filmés, évidemment. Alright, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you. Donc la question, c'est de voir un peu les différences interindividuelles dans les stratégies pour réguler les émotions. Et vous savez, il y a une distraction très utilisée, je vous le dis, je vous donne le nom tout de suite, c'est ce qu'on appelle la distraction. I'm gonna go do something, and then I'll come back. Ils les sentent beaucoup. Hein. Alors, ça c'est fascinant. Alors, je vous parlais justement de différences interindividuelles. Donc, c'est un test qui fait que certains enfants passent le test et d'autres ne le passent pas. Donc, à un certain âge, en fait, même si elle a les mêmes consignes, donc on lui dit que si elle attend, elle en aura un deuxième, mais... Alors, c'est peut-être elle qui a raison. On est d'accord. Alors, regardez ce qui se passe par rapport à l'attention. Quand on parlait du rôle de l'émotion dans l'attention. Ok. Merci beaucoup pour votre attention à vous. Je suis désolé, j'ai été long, mais au moins j'ai pu arriver au bout de ce que je voulais vous dire. Question timing, je ne sais pas comment vous voulez faire, parce qu'on arrive pile au temps. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous aimeriez poser. Moi, je suis dispo, même s'il est un peu tard. Oui. J'ai une question. Vous avez dit qu'il y avait toujours un objet, que l'émotion possédait toujours un événement. Et là, dans le cliff experiment, finalement, l'enfant, il n'a pas l'air d'avoir peur devant le vide, mais c'est l'objet, c'est directement les informations pertinentes sur le visage de la mère. Alors, donc l'autre émotionnel. Alors, il y a beaucoup d'aspects. C'est une très bonne question. Il y a quand même un objet, c'est-à-dire que si jamais il a peur, son objet, ça va être effectivement le danger lié au vide. Si jamais il se sent en sécurité, ça va être le fait que finalement, ça n'a pas l'air si dangereux que ça de passer. L'émotion qu'il va ressentir face à l'expression de la mère, ce serait encore finalement une autre réaction émotionnelle. Donc il y aurait, si vous voulez, 3 réactions émotionnelles ici.
avec l'idée que la réaction émotionnelle déclenchée par la reconnaissance de l'émotion de la maman va modifier la décision par rapport aux deux options qui seraient avancées ou ne pas avancées. Mais pour chaque réaction émotionnelle, il y aurait quand même un objet. Et les objets peuvent être très complexes. Après se pose la question, est-ce que les objets peuvent se combiner ou est-ce que c'est des objets différents ? Le plaisir qu'on a à se faire peur, par exemple, vous voyez ? Le fait qu'on ait envie d'aller au cinéma, d'aller voir le Joker, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est magnifique. Il y a quand même des moments où on a peur, mais du coup on y va quand même pour le plaisir. Ou faire les... Ouais, on est d'accord, ça peut faire très peur, d'accord, mais on a quand même du plaisir à le faire. Il y a beaucoup de cas de ces émotions qu'on appelle parfois ambivalentes. C'est-à-dire qu'on ressent à la fois quelque chose d'agréable et de désagréable. Je ne pense pas qu'il y a de fumeurs dans la salle, mais si quelqu'un fume, typiquement la cigarette c'est un objet ambivalent. C'est-à-dire qu'on a à la fois du plaisir, probablement sinon on ne fumerait pas. En même temps on sait que c'est peut-être pas si malin que ça par rapport à sa santé de fumer. Donc on a aussi une émotion négative. En fait, le monde est peuplé de ces événements ambivalents qui sont à la fois agréables et désagréables. Et là, il y a une question pour laquelle on n'a pas de réponse. Est-ce que c'est possible que le cerveau ressente en même temps l'aspect agréable et désagréable, ou est-ce que ce serait un mélange des deux, ou est-ce qu'on bascule d'un ressenti à l'autre ressenti ? Oui, pardon, allez-y. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans les vidéos par rapport à la photo après où il y avait vos différentes situations expérimentales. Dans les vidéos, il me semble qu'il y a toujours quelque chose dans la recherche du tiers avec le regard ou le toucher des différentes émotions, le bébé qui regarde la personne qui lui déchire la feuille, qui se donne, qui essaye de toucher Elstine, etc. Donc il y a quelque chose de l'ordre du tiers et de l'interaction, tandis que dans vos images du truc, l'individu est seul avec son émotion. Est-ce que ça change quelque chose ? On peut comparer une émotion et est-ce qu'il y a une émotion quand il n'y a pas de partage en fait ? Alors c'est un très très bon point que vous faites et c'est vrai que ça explique pourquoi à l'origine le domaine de la psychologie qui a le plus étudié les émotions c'est la psychologie sociale. Et en fait quand on y pense, la plupart de nos émotions sont en contexte social. Par contre, ce serait faux de dire qu'on n'a pas d'émotion s'il n'y a personne. Par exemple, prenez la peur d'un prédateur. Par exemple, s'il y a un prédateur, vous avez peur même s'il n'y a absolument personne autour de vous. Vous voyez ? Donc le partage social de l'émotion n'est probablement pas nécessaire. Par contre, il va induire quelque chose de passionnant qui est de l'ordre de la régulation aussi sociale des émotions, qui est de l'ordre de la modulation de l'expression, parce que si vous savez qu'il y a quelqu'un, vous allez exprimer un peu différemment. On parlait du Japon, par exemple, ou d'autres cultures, où simplement il y a des règles d'expression sociale, socioculturelle, qui vont varier. Donc le point sur lequel je vous rejoins tout à fait, et c'est une des limites de beaucoup d'études dans le domaine de la psychologie et des neurosciences des émotions, c'est la dimension sociale. Il y a des auteurs, Brian Parkinson par exemple à Oxford, qui attaquent depuis 20 ou 30 ans les recherches qui se font en dehors de l'aspect social en disant oui mais attention, les émotions sont avant tout présentes dans des situations pas forcément intersubjectives toujours, mais il y a souvent quelqu'un qui est là, où il y a de la communication. Et donc l'aspect social est minimisé. Et ce qu'on va essayer de faire avec la réalité virtuelle, même si c'est virtuel et que du coup on est loin des réelles situations sociales, c'est d'essayer d'avoir aussi des scènes et de réintroduire des avatars, des personnages qui représentent le social. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas simplement des conditions sociales en labo ? C'est tout bêtement, entre guillemets, pour des questions de contrôle expérimental. Pour le type de recherche que nous on fait, c'est très difficile de s'assurer qu'à chaque fois, pour chaque participant, et pour un grand nombre de fois répété, on a exactement la même situation sociale. Ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle ou avec des jeux vidéo. Par contre, il y a des études en psychosocial des émotions fascinantes où ils s'intéressent au comportement des participants, où là, ils le font. Mais quand on veut, par exemple, mesurer des réactions cérébrales ou autres, c'est beaucoup plus difficile d'à chaque fois s'assurer que... Mais dans le fond, je vous rejoins tout à fait, la plupart des émotions sont en situation sociale. Oui, madame. Je suis un peu de et en fait, je me suis formée en aromathérapie. Depuis longtemps, je m'intéresse beaucoup à l'olfactothérapie et je travaille dans un service en fait, de soins aigus ici au CHU. D'accord. On a régulièrement des patients qui arrivent avec des syndromes de stress post-traumatique. Je travaille à la maternité, des accouchements qui partent très mal et voilà. Et en fait, je m'intéressais à l'inhibition de la consolidation des souvenirs traumatiques grâce aux odeurs. Et je sais que c'est très spécifique comme question, mais je voulais savoir si vous aviez des références, parce que j'utilise déjà en fait l'aromathérapie en salle de réveil, l'olfactothérapie en fait, mais je m'intéressais vraiment à ça
pour... Alors écoutez, il y a deux réponses. Déjà, c'est un thème qui est effectivement fascinant et très intéressant. Il y a tout un travail qui se fait sur ce qu'on appelle la reconsolidation mnésique. Je ne sais pas si ça vous connaissez, mais la reconsolidation mnésique, c'est fascinant. C'est cette idée que tout souvenir que vous avez, d'accord, c'est en fait pas juste un enregistrement de la réalité, mais c'est une construction de la réalité. Ce qui veut dire que quand vous réactivez un souvenir, vous vous souvenez de quelque chose, vous n'allez pas juste comme vous regardez une photo du passé, mais vous allez reconstruire quelque chose. Et il y a beaucoup de recherches très fiables maintenant, qui viennent de la recherche chez l'animal et qui ont été faites maintenant chez l'homme, qui montrent que pendant un laps de temps, quand vous réactivez ce souvenir, vous pouvez interférer avec le souvenir de sorte que quand après il se redevient passif, il est différent. Donc en fait, il y a beaucoup de recherches, typiquement pour soigner le PTSD par exemple, qui essayent de réactiver le souvenir traumatique. Et au moment où le souvenir traumatique est le plus actif, ajouter des éléments, par exemple positifs ou d'apaisement ou je ne sais quoi, pour diminuer la valence négative et aversive du souvenir. Et dans le domaine des émotions, il y a une thérapie qui utilise ça, qui s'appelle Emotion Focused Therapy, EFT, qui a été lancée par des chercheurs au Canada. Et à Lausanne, vous avez la star, je ne sais pas si le terme est adéquat, mais en tout cas un excellent chercheur du domaine qui s'appelle Uli Kramer, qui est en psychiatrie, psychothérapie, et qui lui utilise justement la Emotion Focused Therapy avec l'idée qu'on peut changer l'émotion liée à un souvenir grâce à la thérapie. Donc peut-être ça pourrait être quelqu'un avec qui discuter. Il est à Lausanne, Uli Kramer. Donc ça, c'est une piste. Par rapport aux odeurs, il y a des collègues qui ont, en Allemagne, fait des études assez intéressantes avec les... je crois que c'était... Alors, est-ce que je me trompe ? Je pense que c'était des odeurs de rose, où ils sont intéressés à montrer que pendant le sommeil, vous pouvez associer une odeur de rose, par exemple, à quelque chose qui a été appris dans la journée. Et je crois que leur étude, mais il faudra qu'on vérifie les détails, pendant la journée, vous apprenez par exemple une liste de mots avec une odeur de rose, une autre liste de mots avec une odeur de lilas, mettons. Et pendant la nuit, vous présentez que l'odeur de rose ou que l'odeur de lilas, par exemple. Et donc là, on est dans la consolidation en mémoire. Et ensuite, au réveil, eh bien, on demande aux participants de se rappeler les mots qu'ils ont appris la veille. Et il semblerait qu'un souvenir qui a été consolidé pendant le sommeil avec une odeur soit plus facilement réactivé après, le lendemain. Donc il y a des choses comme ça qui ont été faites avec les odeurs. Je pourrais essayer de retrouver les références. C'est vraiment surtout le lien avec l'aromathérapie. Alors ça, j'ai aucune... Ça, je ne sais pas du tout si ça a été fait. Ouais, sur l'aromathérapie, je ne peux pas vous dire. Peut-être encore une dernière question. Ouais, je suis désolé. Allez, allez-y. C'est juste que, une question que je me pose. Moi, quand je regarde un film, je sens les odeurs. D'accord. Ouais. Ah ouais. Je ne sais pas si ça arrive à beaucoup de gens, mais... Alors écoutez, il y a plusieurs manières de répondre. Brûle, je sens le feu. S'il y a du cuir, sur le cuir. S'il y a du fumier, je sens peut-être une mauvaise odeur. Voilà. Alors il y a des situations un peu de ce qu'on appelle la synesthésie, je ne sais pas si vous connaissez ça, qu'on pourrait imaginer être en lien. La synesthésie, c'est cette idée certaines personnes ont des liens particulièrement forts entre différents sens. Et donc il y avait des poètes par exemple célèbres qui, quand ils pensaient à des concepts, ils associaient ça à des couleurs ou à des sons. Vous, c'est un cas un peu différent parce que si vous voyez du cuir, c'est l'odeur du cuir, donc c'est quand même sémantiquement lié. Alors ce qui a été montré en tout cas en neuroimagerie par exemple, c'est que si jamais vous voyez une orange par exemple, ou peut-être du cuir, même si vous n'avez pas l'odeur, vous avez les régions, disons, olfactives qui sont liées, qui peuvent être un peu plus activées. C'est ce qu'on appelle dans le domaine l'imagerie mentale. Et on fait tout ça, c'est-à-dire qu'on fait de l'imagerie mentale visuelle. Si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un ours blanc par exemple, j'imagine que vous arrivez à imaginer les détails de l'ours blanc. Si jamais il y a une musique que vous adorez et puis que tout d'un coup elle s'arrête, vous savez, dans la tête on peut continuer très souvent la mélodie et les paroles. Pourtant il n'y a plus la musique, donc on fait une image mentale auditive. Et ce qui est étudié, c'est aussi, il y a un chercheur à Lyon d'ailleurs qui s'appelle Mustapha Ben Safi qui travaille depuis longtemps sur l'imagerie mentale olfactive, où il montre des choses assez intéressantes que quand on crée une image mentale d'une odeur, donc qui n'est pas réellement là, mais on se l'imagine, comme on ferait une image mentale d'un son ou d'une mélodie, on va avoir le sniff qui peut être différent selon l'image mentale qu'on a. Donc on serait capable intérieurement, si vous voulez, d'activer
des représentations en mémoire qui sont liées à ce qu'on vit. Et peut-être chez vous, c'est particulièrement vif et c'est particulièrement automatisé. Et quand vous voyez quelque chose, vous avez une image mentale olfactive qui est très riche, qui se crée automatiquement. Ce serait une possibilité. Mais la plupart des individus n'ont pas ça de manière spontanée. Voilà une piste. Je sais pas, ouais. Désolé. Ouais. Merci encore. Merci beaucoup.